Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Abondance Heureuse Ensemble. On me pose souvent la question, mais comment tu fais pour faire l'instruction en famille et tenir une entreprise? Alors c'est vrai que j'en parle souvent en filigrane de l'instruction en famille. Pour les néophytes de notre fils de 11 ans qui n'est pas scolarisé, qui répondait sous le coup de j'ai envie de dire de l'ancienne loi, mais en fait, non, toujours de la constitution de l'instruction en famille, c'est-à-dire que on parle souvent de la loi Jules Ferry et de l'école obligatoire. En fait, il n'était pas question d'école obligatoire, il était question d'instruction obligatoire. Et l'école était une proposition faite par l'État qu'on était libre d'accepter ou non. Et de fil en aiguille, en fait, en accompagnant Victor vers qui il est, moi qui étais formée aux travaux scientifiques de Maria Montessori, à travers une expérience très 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 courte d'école maternelle, on a fait le choix, en fait, vu que moi j'étais à la maison en transition professionnelle, que Victor reste à la maison pour qu'il puisse voilà, évoluer. L'école maternelle, hein, ça a été quand même créé pour se substituer à la mère d'un point de vue franchement historique. Je crois que j'ai une ancienne story permanente sur mon fil Instagram qui explique la genèse de la création des écoles maternelles qui étaient à l'origine en fait de simples relais. Des mères qui étaient à l'usine. Les mamans pouvaient venir en plus allaiter leurs petits. C'était à l'origine des offices religieux. Et puis les nonnes s'occupaient des bébés et les mères étaient libres de venir. J'étais très documentée, je pourrais mettre doc en bio ou dans la description de ce podcast. Les mères étaient libres de venir allaiter leurs petits avant de repartir. Elles allaient les voir à la pause de midi. D'ailleurs, on n'appelait pas ça du tout des écoles maternelles. Puis, au fur et à mesure, en fait, l'État a pris la main sur ces structures et a décidé de les appeler des écoles maternelles. Et de fil en aiguille, on sait qu'aujourd'hui c'est devenu obligatoire, ce qui était vraiment pas le cas à l'origine. De fil en aiguille, les mères n'ont plus eu accès en fait à ces structures qui ont fini par avoir une visée éducative. Et d'ailleurs, c'était Maria Montessori qui disait que jusqu'à 6 ans, c'est pour ça que on retrouve, c'est un peu délirant parce que quand vous regardez dans les écoles Montessori, par exemple, beaucoup des activités manuelles, sensorielles destinées aux enfants ont juste comme objectif de reproduire par mimétisme des actions ménagères ou de la maison qui permettent en fait de développer la main, qui est l'outil d'intelligence de l'enfant, parce que les enfants ne sont pas ne sont plus dans le foyer. Donc Maya Montessori disait que jusqu'à 6 ans, si c'était possible de garder les enfants près de chez soi, pas près de soi, parce que d'un point de vue physiologique, c'était la norme. Donc nous, on répondait à cette obligation d'instruction. Et puis, il y a 3 ans, la loi a changé. Quoi, la loi n'a pas changé en fait, hein. Une loi a été ajoutée, euh, rendant obligatoire l'école à partir de l'âge de 3 ans. En petite parenthèse, l'école obligatoire à l'âge de 3 ans, je crois qu'il y a qu'en Corée du Nord et dans un autre pays, on va dire assez prohibitif, euh, qui a voilà, cette norme, cet âge de 3 ans. Dans les autres pays, alors oui, l'école est souvent obligatoire, mais à partir de l'âge de 7 ans. Par exemple, en Allemagne, donc, juste avant 7 ans, ce sont les enfants qui ont besoin d'être regardés pour X raisons. Puis je suis absolument pas contre les systèmes de garde respectueux des besoins physiologiques et affectifs des enfants. Au contraire, moi en Bretagne, j'en ai manqué. Des fois, j'ai l'impression quand même d'être isolée et parachutée en plein 19e siècle en zone rurale. Donc, voilà, il y a vraiment pas de rejet là-dessus. Bon, dès l'instant que l'environnement de l'enfant favorise son bien-être et permet aussi à la mère de respirer, parce qu'il faut tout un village, comme on dit, pour accompagner un enfant. C'est pas pour ça par contre, faut le décrocher de sa mère avec violence. C'est un peu ce qui se passe, hein. C'est un peu terrible pour les enfants de 3 ans qui peuvent même plus faire de demi-journée et respecter leur rythme de sieste, etc. C'est assez dramatique, hein, de mon point de vue. Je crois que la pilule passera jamais. En tout cas, il y a 3 ans, la loi a changé. La loi a été ajoutée obligeant la scolarisation à l'école. Donc, cette année, nous avons fait une demande, voilà, rédigé un dossier de plusieurs pages demandant l'autorisation de voir notre fils évoluer en dehors euh, des structures créées à l'origine, pour les enfants dont les parents ne pouvaient garantir l'instruction.
Donc voilà, donc c'est un peu le monde à l'envers, hein. C'est comme un petit peu les biberons qui étaient destinés aux pharmacies, qui sont devenus la norme aujourd'hui et qui empêchent, de mon point de vue aussi, je parle de la norme, hein, je parle pas du choix d'école ou de biberon, je parle juste de cette normalisation en fait un petit peu hein, de cas. On va dire, de ces exceptions qui sont devenues la norme, en fait. Et avant que une raison valable, que ce soit le choix de la mère, hein, une question de santé, un burn-out, des parents qui ont droit, éventuellement, qui n'ont ni les ressources, ni les compétences de temps ou intellectuelles, de répondre, en fait, à la richesse de cet environnement dont a besoin l'enfant pour se structurer, hein, ou parce que les parents sont très pris, qu'il y a d'autres passions, c'est éminemment respectable dès l'instant qu'en plus la structure est bienveillante. Par contre, bah, avant jusqu'à l'âge de 6 ans, rien ne peut se substituer, de mon point de vue, à la maman, mais au papa, parce qu'on reste quand même des mammifères et voilà, le petit a besoin d'être entouré de ses parents. Je sais que c'est un discours qui est éminemment clivant, qui est franchement clivant et qui est franchement pas à la mode. Pour autant, bah, notre ADN répond à ses besoins physiologiques et affectifs et qui favorise en fait une qualité aussi de lien d'attachement qui permet plus on est bien attaché, plus il est facile de se détacher et d'être structuré. Donc voilà, ma petite diatribe finie. Voilà pourquoi Victor est toujours un son en famille, parce qu'en fait, bah, il va très très bien, même que c'est possible. Et il se développe parfaitement. On est toujours inspecté par l'inspection académique. Voilà, on n'est pas hors système. Vous savez que mon mari est fonctionnaire territorial. Euh, tout est assuré pour qu'il ait un environnement très très riche et il va très très bien. Et il s'est construit aussi avec cette grande autonomie, cette grande indépendance où il s'approprie totalement euh, bah, ses apprentissages et il a aussi ses passions, il a beaucoup de temps pour créer. Donc c'est vrai que on a poursuivi tant que c'était bien pour lui. Après, on est des ayatollahs de rien du tout. C'est un choix quand même qui est remis en question à peu près tous les 6 mois de savoir bah, si c'est juste pour moi, parce qu'au quotidien, c'est quand même moi qui suis là pour répondre dans, dans l'environnement, dans la structure de cette instruction en famille, hein, même si voilà, Gaël, le papa, est là le soir et le week-end. Ben voilà, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que Victor est épanoui? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a envie aussi? Parce qu'on lui demande son avis, parce que ça, quand même, c'est pour lui. Ça serait quand même. Voilà, il n'est pas enfermé dans la cave, coupé du monde, hein. Donc, c'est vraiment des choix qui sont remis en question régulièrement, mais qui sont écologiques pour nous parce qu'ils nous permettent de tous nous respecter, quoi. Il y a une harmonie, en fait, qui s'est créée. Et si suis devenue entrepreneur, en plus, la jeunesse de tout ça, c'était pour répondre à cet environnement-là, pour être présente. Il ne s'agit pas de Victor qui s'adapte à l'entreprise. En fait, j'ai créé aussi cette entreprise et j'ai optimisé mon emploi du temps autour de notre qualité de vie, principalement autour en fait des besoins de Victor et de son rythme. Donc c'était possible. Donc j'ai créé je suis entrepreneur depuis 6 ans. J'ai pas été accompagnante tout de suite, hein. Au début, j'ai commencé par mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, avec du MLM. Donc je vendais des produits ménagers bio, paye ton ego, hein. Ça a été franchement très initiatique. Ça m'a fait vraiment du bien. Où j'allais en fait le week-end faire des ventes et puis on faisait nos petits paquets et j'ai commencé comme ça. Donc j'allais le week-end faire des réunions. Et puis, ça me permettait, pendant que Gaël et Victor étaient ensemble, puis ça me permettait la semaine de rester avec Victor. Et puis, je suis devenue accompagnante. J'ai travaillé avec un couple d'infopreneurs pour commencer de parentalité positive. Et puis, quelques mois après, j'ai lancé mon premier accompagnement individuel. Et comment j'ai fait à ce moment-là pour pour lancer une entreprise, avoir des séances avec des clientes avec un petit. Alors, Victor avait 4 ans quand je suis devenue entrepreneur. J'avais commencé avant puisque je participais à un projet de création de réseau d'écoles Montessori accessible financièrement à tous, qui m'a demandé énormément de temps et voilà, j'étais formée et j'étais très très investie. Et là, de temps en temps, Victor était gardé de temps en temps quand une grand-mère était dispo, ce qui était très très rare. Mais je vais me lever parce que mon chien a envie de sortir, je crois. Sortir, ma chérie. Donc, pour ceux qui me voient sur Facebook, je suis dans ma cuisine.
parce que je vais vous montrer mes fameux petits emplois du temps, mes petits planeurs, ça me sauve la vie. Donc, les petits tips pour travailler avec son enfant. Bon, clairement, je crois que j'ai pas 1% de clients dont les enfants sont instruits en famille. Par contre, ce qu'elles viennent chercher chez moi, c'est pas ce modèle-là à reproduire, parce que comme vous le savez, j'aime valoriser le fait d'être inspiré par soi-même, hein, donc créer son propre modèle en pionnière, en respectant son système de valeurs pour se libérer aussi de la comparaison, hein, comparaison du mode de vie, comparaison des résultats, comparaison du chiffre d'affaires, comparaison de la vision du couple, comparaison avec le système éducatif. Parce que pour moi, accompagner son enfant sans violence, c'est pas un choix éducatif, hein, d'accord? C'est une réponse à des standards de bientraitance normaux, voilà, comme on tape pas son chien, ou voilà, de- la base, quoi. Mais on réapprend à vivre ensemble. Je vous ai déjà expliqué, j'en ai déjà parlé, notamment, je crois que c'est dans le premier épisode de ce podcast, à quel point j'ai dû me déconditionner moi-même des violences éducatives ordinaires, même de ce qu'on appelle, c'est ce magnifique oxymore des douces violences envers les enfants. La chose la plus importante, en fait, qui permet ce vivre ensemble et ce que comme je disais, mes clients viennent chercher, c'est ces compétences-là de savoir tout concilier. Hein, parce qu'à partir du moment où moi j'arrive avec un enfant à l'école, à la maison, c'est facile pour moi d'aider une femme dont les enfants sont scolarisés ou à la crèche. Tout commence en fait par le regard et par ce déconditionnement qui nous soumet à une forme de concurrence, à mettre en fait en concurrence les besoins de la mère versus les besoins de l'enfant. Et puis par extension, les besoins des parents, du couple, de l'homme versus les besoins des enfants. Et le catalyseur de tout ça, alors j'adore parler d'argent parce que c'est vraiment le catalyseur des poubelles émotionnelles et qui permet de voir, d'amplifier tout ce qui est déjà là. Concernant les enfants, c'est le sommeil. La première chose à faire pour moi, pour une femme qui est entrepreneur, euh, qui est souvent avec ses enfants, notamment le soir, les mercredis, parce que moi j'ai beaucoup de clientes qui ont leur mercredi avec leurs enfants, et puis des fois qui ont des enfants en bas âge, qui peuvent être allaités aussi, c'est de ne pas mettre en concurrence. Et je sais que c'est très très dur parce que on nous apprend ça, profites-en quand il dort. Mais qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que bah, le sommeil de l'enfant est mis en concurrence avec la réponse aux besoins des adultes. Donc il y a beaucoup de pression qui est mise parce qu'on va attendre toute la journée que l'enfant dorme pour travailler, on va attendre toute la journée que l'enfant dorme pour se retrouver en couple, on va attendre toute la journée, on va attendre la sieste désespérément. Alors, pour les mères expérimentées ou un peu aguerries, et je parle d'expérience hein, et pas de compétences, vous savez très bien qu'endormir un enfant, c'est pas possible, l'enfant s'endort. Hein. Donc, déjà, on n'est pas aux commandes de la réponse des besoins physiologiques. Hein. On peut pas lui donner faim, on peut pas lui donner sommeil. L'enfant, il a sommeil ou il a pas sommeil, il a faim ou il a pas faim. Donc, déjà, c'est extrêmement difficile de se dire qu'on va contrôler, hein, parce qu'après, ça dépend des besoins physiologiques, ça dépend des apprentissages actuels. Si l'enfant est en train de marcher, il va se réveiller 10 000 fois par nuit, hein, parce que d'un point de vue cognitif, ça va créer une stimulation cognitive qui va générer des réveils. Donc voilà, on le sait pas toujours, donc on se dit je vais l'endormir comme si c'était un robot, je vais l'endormir à telle heure, puis je vais travailler là, puis pas. On va anticiper et c'est là où la chose la plus difficile et facile à faire, c'est de vouloir se déconditionner des attentes versus des préférences. Et ça, envers les enfants, de toute façon, concernant toute leur vie, puis même moi aussi, je le vis encore. Hein. Des fois, j'ai des attentes versus des préférences, alors qu'il faudrait avoir des préférences versus des attentes. C'est difficile parce que du coup, on projette quelque chose, on le fait tous, parce qu'on a été conditionné avec du contrôle, on a été pas toujours accompagné vers qui on a été éduqué pour répondre à un objectif de résultat, hein. Soit pour compenser une carence vécue par nos parents, soit parce que de toute façon nos parents voulaient de notre bien et pour de très bonnes raisons, et souvent c'est très mal fait. Hein. Et puis nous aussi on fait nos conneries, puis on s'en rendra compte dans 10 20 ans. Hein. On n'est pas exempt de tout reproche. Mais cette différence des attentes versus des préférences, et surtout de cette non-concurrence du sommeil versus des réponses aux besoins de l'adulte, et en particulier des femmes, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est quand même plus nous qui sommes présents à côté avec les enfants. Et de toute façon, c'est nous que les enfants appellent. Je cherche mes mots. Les enfants appellent plus leur mère de toute façon. On connaît bien aussi le principe de décharge émotionnelle liée avec la mère. Hein. Ils sont plus en sécurité. Donc, c'est avec nous qu'ils pètent les plombs. Donc, bonne nouvelle, va falloir avoir du temps, et de l'espace et de l'énergie pour tout ça. Donc, rapidement, quand j'ai été entrepreneur avec Victor Petit, j'ai dû sortir.
de cette attente qu'ils dorment pour pouvoir travailler. Ça m'a coûté une blinde en Lego. Je crois que j'ai un budget boîte de Lego, surtout les premières années, assez incroyable. Je faisais des séances pendant que Victor montait des Lego, parce qu'il était fan de Lego. Donc en fait, j'allais regarder quels étaient ses intérêts. Est-ce qu'il a regardé des dessins animés pendant les séances? Yes, bah, c'est évident aussi. Mais ce qui permettait, bon, de toute façon, l'écran rend pas zinzin les enfants, ça dépend du temps qu'il va passer et de ce qu'il regarde. Ce qui rend zinzin un enfant et qui crée aussi des retards de langage, etc., comme c'est parfois dénoncé, parce que c'est merveilleux, hein. Tout le monde est d'accord pour dire que la télé est un problème. Par contre, de ne pas parler à un enfant de la journée, même s'il ne regarde pas la télé, ça revient exactement au même. Souvent, en fait, ce qui manque aux enfants, c'est le manque d'interaction. Ça existait déjà à l'époque, hein. Il y avait il y avait des balcons cages sur lesquels on enfermait les bébés. Il y avait des grilles, puis on mettait les bébés dehors, comme ça, ils regardaient dehors. Donc, la télé, c'est un petit peu la même chose. Le problème, c'est de ne pas avoir un environnement riche avec plein d'interactions, stimuler l'intellect, etc., ce qui était fait à côté, d'accord? Donc, ça n'a pas empêché le développement psychomoteur et que Victor développe de nouvelles compétences cognitives et sociales en dehors des temps où il a regardé des dessins animés pendant que j'étais en séance. Mais, ouais, mais à culpa, c'est clair que je l'ai fait, mais à culpa de rien du tout, parce que c'était ça où je pétais les plombs, parce que j'avais aussi besoin de me réaliser, surtout que j'accompagnais en plus les mères qui voulaient répondre aux besoins de leurs enfants tout en étant en paix avec elles-mêmes. Et c'est clair qu'il y a des concessions sur les idéaux maltraitants qu'on va se mettre qui vont créer de la pression à la pression. Déjà, accompagner un enfant avec respect et tendresse en se déconditionnant des violences éducatives ordinaires, c'est déjà quand même assez balèze parce qu'on passe notre temps à se renseigner en plus sur les neurosciences, etc. Mais ce qui permet aussi ce qui est génial quand on s'intéresse aux neurosciences, c'est que ça permet d'accélérer aussi les processus de manifestation parce qu'on sait très bien qu'on attire à nous ce qu'on pense et que tout ce à quoi on pense est nourri dans l'énergie. Donc voilà, on nourrit tout ce sur quoi on porte notre attention, on le nourrit. Donc, je trouve que finalement, c'était quand même un super cadeau de se renseigner sur les neurosciences concernant les dégâts des violences éducatives ordinaires sur le développement des enfants, parce que ça oblige aussi euh, les mères, les parents, à focaliser leur attention sur ce qui est positif et sur ce qu'ils désirent vivre pour eux-mêmes et leurs enfants. Donc, ça permet de se projeter et de créer une vision vers laquelle on va aller. Pour rappel, le principe de manifestation, il n'y a rien de magique, c'est vraiment des neurosciences. J'aime bien donner cet exemple. Vous fermez les yeux, vous pensez très fort à la couleur bleue. Je vous demande d'ouvrir les yeux et de me trouver un objet rouge. Vous n'allez pas le trouver dans les premières secondes. Bah, la manifestation, c'est juste ça. Notre vie, c'est l'hologramme de projection de notre mode de pensée. C'est juste ça. Et c'est pour ça que bah, moi, j'aime bien dire que j'ai beaucoup de chance, mais la chance, elle se provoque pas simplement de façon extérieure à nous, elle se nourrit. Et avec cet état d'esprit-là, c'est beaucoup plus facile de vivre avec nos enfants. Et quand je dis facile, c'est que faut oser, en fait. Faut vraiment oser parce quand l'enfant arrive dans la vie, déjà, il y a le deuil de la vie d'avant. Bah, déjà, on l'a pas vu venir, notre cerveau, il se métamorphose. Hein, ça s'appelle la matrescence, hein, c'est un changement vraiment biologique au niveau des cerveaux des mères après l'accouchement. Donc, elles ne se reconnaissent pas dans leurs priorités. Leurs conjoints ne les reconnaissent pas elles-mêmes, ce qui génère aussi parfois des dépressions postpartum parce qu'on veut la vie d'avant avec un nouveau cerveau et un bébé qui nous sollicite beaucoup. Ça crée aussi des burn-out, c'est super dur. Parce qu'en plus, d'un point de vue émotionnel et hormonal, c'est le chaos le plus total. Le chaos parce que c'est un reset, ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif, parce qu'on sait très bien que du chaos naissent les étoiles. Donc, c'est juste une question de perception, hein. Donc, vivre avec Victor et développer mon entreprise, ça m'a obligée, en fait, à, comme disent les Américains, walk the talk, marcher encore plus ma parole, parce que toute la théorie auquel j'adhérais, j'ai été obligée, force 500, à l'incarner davantage. Est-ce que ça demande du boulot? Oui. Est-ce que psychologiquement, c'était évident? Absolument pas. Est-ce que j'étais très fatiguée? Oui aussi, mais ça m'a permis de me libérer une gymnastique mentale qui m'a permis de gagner des années et voire des milliers d'euros aussi en dev perso. Je vous assure parce que pour assurer cet environnement et que ce soit écologique pour lui et pour moi, euh, j'ai été obligée de passer au peigne fin tout l'inutile. Et c'est un rapport au temps qui est radicalement différent. C'est-à-dire que quand on a un enfant instruit en famille,
quoi, construit avec sa mère, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en famille, c'est la journée, hein, quand même. La famille, c'est au sens générique du terme. Et qu'on a une entreprise qu'on souhaite développer et qui fonctionne, ce qui a été mon cas tout de suite. J'ai perdu mon idée. Ça va me revenir. Euh, donc, ça oblige à vivre ensemble, ça c'est sûr. Mais j'ai perdu mon idée, ça va me revenir. Qu'est-ce que je voulais dire? Puis là, comme je suis pas en live d'habitude, des fois, ça m'arrive, j'ai une cliente qui me donne, qui me répète ce que je viens de dire. Parce que là, c'est allé un petit peu dans. J'étais au chapitre 4 alors que là, j'en suis au chapitre 2. J'en suis où? J'en suis où? J'en suis où? Voilà, j'ai refait une petite pause, 2 secondes, d'un quart de seconde pour me rappeler. Il s'agit d'être un génie du temps. C'est juste obligatoire de maîtriser le temps parce que le temps, on ne peut plus le perdre quand on est en instruction en famille et qu'on veut diriger son entreprise sans la faire couler et sans faire de reproches après à son enfant. Mais là, maintenant, j'ai mon chien qui veut rentrer. Je vais la faire rentrer. Voilà, la vraie vie. Donc, le temps, il n'y a plus le temps de le perdre. Ce qui nécessite, en fait, quelque chose d'assez merveilleux, c'est qu'on est obligé de s'organiser merveilleusement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps, il n'y a pas de temps à perdre. Je n'ai pas le temps de le perdre. Donc, ça oblige à quoi? Bah, j'ai délégué très rapidement. Et dans tout ce que je fais, je suis obligée de demander est-ce que c'est utile? Vous savez, c'est comme en coaching, on dit est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous voyez, on tire le fil comme ça. Bah, pour pouvoir faire l'instruction en famille et développer son entreprise, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je le délègue? Est-ce que je l'annule? Alors, c'est pas une action qui va être annulée. En général, c'est une fioriture ou alors c'est une sorte de masturbation intellectuelle qui est complètement inutile. Ça oblige à être on the target. Et puis moi, je suis assez comme ça. J'aime bien être efficace. Euh, Souvent, je mets pas les formes, c'est je le pense, je le fais, je le pense, je le dis. C'est pour ça que mes clientes me payent, puis elles adorent, puis elles savent que l'intention, elle est toujours de. Il n'y a pas de mauvaise intention, elles viennent pour ça. Donc, c'est assez rapide. C'est je le pense, je le dis, je le pense, je le fais. Et ça l'a amplifié, ce côté-là aussi en moi, où euh, déjà, il y avait plein de choses qui faisaient pas partie de ma vie, genre je déteste les ragots, j'appelle pas pour critiquer, j'ai un sens de l'injustice super profond, donc en plus ça me trigger, c'est super dur pour moi. J'aime pas les trucs qui font perdre du temps. Souvent, il y a plein de trucs. Je regarde pas la télé. Je lis que les choses qui m'enseignent. Des romans initiatiques quand j'étais jeune, des romans historiques, du développement perso. Donc, je pense que j'ai déjà cette nature qui a permis ça d'aller droit au but, de ne pas perdre de temps. Mais pas dans le sens, euh, je profite pas de la vie, c'est bah non, en fait, j'épure, j'optimise dans le sens j'épure pour profiter de l'essentiel. Et l'essentiel et d'aller à l'essentiel, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, mais qui a été amplifié lorsque j'ai décidé de nourrir la croissance de mon entreprise. Je dirais pas à même hauteur que celle de notre fils, mais on va dire que nourrir la croissance de notre fils d'un point de vue multidimensionnel, sans mettre de côté mon entreprise qui a eu de plus en plus sa place dans la famille. Puis là-dessus aussi, petite parenthèse, je suis persuadée que les croissances des entreprises, des femmes entrepreneurs sont à l'image de la place qu'elles ont au sein du couple et de la famille. Sinon, c'est juste impossible si elles ne sont pas respectées et introduites. Comme elles le méritent hein, au sein de la famille, parce que c'est vraiment une entreprise, c'est quelque chose vraiment de vivant, euh, dont il faut prendre soin. Des fois, on les fait garder aussi, mais faut en prendre soin et c'est forcément un permanent. Ça peut amener de l'insécurité au niveau de la famille quand les revenus générés de l'entreprise sont nécessaires à la famille. Je pense qu'il y a des choses à mettre en place autour de ça pour l'éviter, mais c'est vrai que l'entreprise, c'est vraiment une entité vivante. Alors, je ne dis pas ça dans le sens perché spirituel, on va lui parler, etc. Mais pour le coup, elle a quand même des valeurs et elle est amenée à vivre des contextes économiques. Elle est amenée à traverser
des tempêtes énergétiques. Elle est amenée à traverser des projections, ce qui est vivant pour l'entrepreneur, d'un point de vue de sa vie perso, de sa santé. Elle a des besoins elle a besoin de grandir, elle a besoin d'upgrader aussi, elle a besoin de passer à des prochains niveaux pour pas stagner. Il y a besoin d'avoir de nouveaux, de l'audace, des nouveaux challenges aussi pour la stimuler. C'est vraiment très vivant, une entreprise. Et c'est comme avoir, très franchement, cette métaphore, elle paraît douteuse, mais c'est comme avoir un autre enfant. Mais vraiment, hein, parce qu'elle demande vraiment du soin. Puis, pareil, des fois, c'est des sueurs, des larmes et du sang. Hein, faut pas se mentir. Et comme un enfant, surtout un enfant qu'on veut accompagner vers qui il est, avec le moins de violence possible, je pourrais jamais me targuer d'avoir été dans la zéro violence avec Victor. Ça serait pas vrai, ça serait vous mentir. Il s'est jamais pris de beigne et de fessées, des trucs comme ça. Mais est-ce que j'ai crié? Oui. Est-ce que j'ai dit des trucs pas cool? Oui. Par contre, est-ce que je me suis excusée à chaque fois? Oui. Est-ce qu'à chaque fois, je lui ai dit que c'était de la violence? Oui. Parce qu'il y a pire que la violence, c'est la non-reconnaissance de la violence. Et ça, pour moi, c'est fondamental qu'il sache l'identifier. Moi, j'ai pas su l'identifier longtemps. Donc, du coup, c'est un petit peu. On change que ce dont on a conscience, hein. Et on est capable aussi de poser des limites sur ce dont on a conscience. Sinon, on va le banaliser et ça va faire partie de nos standards. Et, et forcément, ça limite, hein, aussi dans le champ de l'expérience et dans ce qu'on va créer aussi autour de nous, parce qu'on va penser aussi devoir mériter ça. Enfin bon, là, ça serait l'objet d'un autre podcast et c'est un autre sujet. Mais gérer le temps et gérer les priorités, aller à l'essentiel, c'est un no matter what quand on est en entreprise et en IEF et qui plus est avec le papa qui travaille à l'extérieur durant ce temps-là. Donc voilà déjà pour la mise en concurrence des besoins et la notion, la gestion du temps. Après, de façon très réaliste, évidemment que plus Victor grandit, plus son autonomie est importante, plus il est indépendant et plus j'ai de temps. Ensuite, le risque, par contre, à un moment donné, puis moi, entre guillemets, j'allais dire, j'ai fait cette connerie, mais bon, on a appris de ça, puis ça n'a pas duré trop longtemps. Le risque, c'est de confondre autonomie et indépendance. C'est-à-dire que aussi, et solitude, autonomie et solitude. Parce que c'est pas parce que l'enfant sait faire qu'il doit faire seul, être seul quand il le fait, surtout. Donc c'est comme quand souvent le parent il est soulagé quand il voit l'enfant devenir autonome. Puis oh, mais c'est bon, tu sais faire, tu te débrouilles. Puis hop, on quitte la pièce pendant qu'il fait, par exemple, ses lacets ou qu'il va aux toilettes ou qu'il s'habille. On est toutes contentes parce que ça y est, on arrête de faire pour lui. Et en fait, paf, on se tire. Grosse connerie. Parce que quoi, moi je l'ai faite, j'ai remarqué qu'en fait il était triste d'être seul. Et en fait, ça, c'est la double peine. Et c'est pour ça qu'après, on voit des régressions au niveau du développement de l'enfant, parce qu'ils vont nous demander de faire à leur place des choses qu'ils savent faire. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont feignants, mais parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Et ça, moi, ça c'était il y a un moment, il y a 4 ans. Je me suis rendu compte de ça, c'est que j'avais saisi l'opportunité de son autonomie sans me rendre compte de la souffrance que ça engendrait parce que ça créait de la solitude. Et donc là, c'est là où ça devient intéressant de faire à côté. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Victor à côté. Il a fait des siestes dans mon bureau, je mettais son matelas dans mon bureau, j'ai écrit des articles avec lui, j'ai fait mes posts à côté de lui. D'ailleurs, je le faisais participer, qu'est-ce qu'on met en story, qu'est-ce qu'on met comme musique, qu'est-ce qu'on met comme émoticône. Il aimait beaucoup ça. Donc je vous invite vraiment à faire avec ou à côté parce que ça permet en plus de montrer à l'enfant, souvent les enfants n'ont strictement aucune idée en plus de l'épanouissement, de la réalisation du parent, et en particulier des mères, quand elles travaillent à l'extérieur, parce qu'elles sont juste absentes. Puis tout paraît super abstrait en fait. Bon, Victor, je crois qu'il commence à peine à comprendre clairement ce que fait vraiment son père en vrai. Hein. Et heureusement, on va le voir des fois à son bureau, il lui montre des choses, parce que sinon c'est incompréhensible. Et je trouve que c'est vraiment super de montrer à l'enfant, bah voilà, moi je lui dis, bah tu vois, là je fais pas quelque chose avec toi et je fais ça et ça m'éclate et voilà pourquoi je le fais et j'adore ça, puis je lui en parle avec toute la joie et ça m'anime, puis je fais ça aussi depuis des années avec mon mari. Et pour les femmes entrepreneurs, c'est super important parce qu'on a toujours tendance à parler de notre entreprise de façon négative quand on est en stress de lancement ou par rapport à des problèmes financiers. C'est «Ah, elle a pas dit oui, j'ai fait une story, il n'y a pas eu de vente, oh, ce chiffre d'affaires-là». Et puis du coup, tout le monde stresse autour de nous et l'entreprise, elle commence du coup à avoir
elle a l'air super négative dans nos vies. Puis bah, le mari ou l'enfant, ils vont dire bah, arrête de travailler, maman, repose-toi, ou tu devrais arrêter, parce que forcément, il y a le sauveur en eux, hein, dans le fameux triangle de Cartman, qui jaillit parce que bah, ça a tellement pas l'air fait, ça a pas l'air marrant ton truc quand même, quoi. Donc je vais te sauver, je vais te. Tandis que quand on en parle et quand on travaille à côté d'eux, ça permet aussi de montrer à quel point on kiffe le chemin et pourquoi on fait les choses. Et d'avoir montré ça à Victor, il sait pourquoi. Puis il y a des fois, il me dit, quand il me disait ça, surtout petit, c'est grâce à moi tout ça, parce que je lui expliquais le chemin aussi de conscience euh, que- depuis sa naissance qui m'a amené à être entrepreneur, à accompagner les mères, et puis après les accompagnants de parentalité dans leur entreprise, et après les entrepreneurs, mais qui partageaient les valeurs de respect de l'enfant, etc., qu'elle soit mère ou non, et maintenant un homme externe. Donc il aime bien me dire, eh ben, c'est grâce à moi aussi. Et du coup, ça donne du sens et ça permet aussi, un petit peu comme sur le modèle des chasseurs-cueilleurs dont je parle beaucoup, j'aime bien dire que je suis une chasseuse-cueilleuse 2.0. C'est vrai qu'on n'est pas nomade, donc c'est limite, même si on voyage quand même pas mal dans l'année. Parce que les femmes des chasseuses-cueilleuses, elles se réalisaient avec leur famille, aux côtés de leurs enfants. Elles transmettaient et elles incarnaient surtout ce qu'elles voulaient transmettre. Donc les enfants, l'enfant, on sait très bien il y a la plasticité cérébrale et par rapport aux autres mammifères, l'enfant, il s'adapte à son environnement, hein. Donc Maria Montessori en parlait beaucoup de ça. Donc l'enfant, il va imiter en fait tout son milieu. Donc moi, quand il me voyait créer, être inspiré, bah, Victor, il crée et il a inspiré. S'il m'avait vu faire autre chose, il aurait fait autre chose. Parce que l'enfant imite son environnement. Je serais dans la pampa capable de tuer des petites bêtes sauvages. Il saurait le faire à 4 ans. Un enfant chez les chasseurs-cueilleurs, il savait identifier quelle bête manger et quelle petite bête zigouiller qu'il faisait cuire lui-même à l'âge de 4 ans. Donc chez nous, on fait des gommettes et du ciseau à coups de trick, hein. Donc clairement, ben, il y en a des bienveillantes. Je suis dans la caricature, mais c'est pour vous montrer l'absurdie le monde, pour moi, de ces injonctions de scolarisation avec des activités euh, qui ne correspondent, je parle du système classique, hein, vraiment, qui prennent les enfants pour des abrutis, hein, clairement, hein. Pour autant, après, pour d'autres enfants, c'est génial et c'est certainement mieux que de vivre de la violence, hein, vécue par des parents pas forcément malveillants volontairement, mais qui ont un manque de ressources. Euh, Après, que ça soit un ascenseur social, j'y crois pas 2 secondes. Mais voilà, je pense que ça peut être très bien pour certaines personnes et très enfermant pour d'autres. Tout comme en même temps en IEF, hein, j'ai vu d'autres modèles pour lesquels je suis pas sûre que ce soit clairement une ouverture. Mais bon, après là, on reste dans l'opinion. C'est pour ça que j'essaie de nuancer quand même mon propos. Aujourd'hui, Victor est beaucoup plus grand et il a pas besoin, il se sent pas abandonné ou délaissé si je suis pas avec lui. Donc j'ai fait beaucoup à côté et maintenant on fait beaucoup plus chacun de notre côté et ça change beaucoup. Je vais terminer cet épisode de podcast par vous partager mon organisation actuelle dont je parlais à une de mes clientes de Virtuose ce matin. Tous les dimanches, je fais le ménage. Alors, c'est pas bankable. J'ai tenté de trouver des femmes pour le ménage. Ça colle jamais parce qu'en fait, c'est un vrai métier. Plus près de chez nous, on n'a pas de personnes qui ont été formées à ce métier. Puis moi, je suis très sensible à l'énergie des personnes qui rentrent chez moi. Et j'ai préféré le faire toute seule aujourd'hui parce qu'en plus, c'est franchement initiatique. Déjà, ça me fait faire du sport. Et puis, ça me permet de cleaner au niveau des énergies. Après, je fais de l'encens, je pose mes intentions pour la semaine. C'est un vrai rituel que j'adore. Mm. Je m'hydrate 2 secondes. Ensuite, alors, pour celles qui sont sur YouTube, vous voyez, j'ai mes petits plannings là. Il y a celui de Victor, il y a le mien, et ça, c'est le planning des menus. Mon but, avoir le moins de charge mentale possible, et qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Je vais pas chercher autre chose à faire en disant, tiens, il me reste un petit peu de temps là. Si je m'en rajoutais, histoire de faire un petit burn-out à la fin du mois, ça demande une extrême discipline. C'est vrai que je délègue. Pour autant, mon équipe, elle est beaucoup plus restreinte que les années précédentes, euh, pour tout un tas de raisons. Et d'ailleurs, l'IA aide. Alors, l'IA, pas en tant que création de contenu, mais en tant que support. Franchement, j'ai lutté contre, mais depuis 2 mois, c'est intégré dans mon entreprise. Ça fait gagner du temps et un fric fou, ce truc. Mais pour autant, j'écris tous mes contenus, je crée... voilà, tout ce qui est création reste dans le giron de l'équipe et de l'entreprise. Je parle juste d'optimisation, d'outillage technique. Donc tous les dimanches, je
planifie, vous avez mes petits planeurs que je mets sur le frigo, ça permet aussi que Victor sache exactement quand j'ai des séances, quand je suis absente, disponible et quand c'est fini. Un petit peu comme les enfants qu'on dépose à l'école, faut leur dire, répéter souvent, je viens de chercher. Parce que l'enfant, il ancre ça, maman vient me chercher. Sinon, ils sont un peu balancés, puis on se rend pas compte. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, c'est comme un petit enfant qu'on récupère d'une journée ou d'une après-midi gardé quelque part à l'école ou chez un tiers. L'enfant est persuadé qu'on est au courant de tout ce qu'il vit la journée. Et même Victor qui a 11 ans, je lui mets la date de début et la date de fin, de façon à ce qu'il n'ait pas à m'attendre, qu'il sache pas quand j'ai fini, pas fini, etc. Ça, c'est les rendez-vous. Et lui, là, ses matières, il sait ce qu'il a travaillé quand c'est ce rendez-vous, le conservatoire, le centre équestre, tout est inscrit. Après, donc ça, c'est le semainier. Et tous les soirs, avant de me coucher, je marque les trucs importants à faire, 3 4 à faire le lendemain. Je trouve toujours le moyen de le faire, mais je n'en rajouterai pas plus. Donc ça veut dire qu'au niveau des besoins de l'entreprise, tout est planifié. Quand il y a un truc qui n'est pas fait, à la rigueur, je peux le décaler. Il n'y a pas d'urgence. Mais par exemple, si toute la liste est faite, des trois quatre trucs, donc le matin, j'ai mon journaling, j'en parle souvent, voilà, c'est de l'écriture intuitive, je balance mes poubelles du matin, comme ça je me les traîne pas, et ça m'évite en plus une décharge émotionnelle pour un truc que j'aurais pas libéré, qui m'aurait pris 2 secondes à écrire. Donc il faut vraiment mettre de la conscience dans tout. J'ai mes trois quatre trucs à faire, je les fais, et après, basta, c'est terminé. J'ai essayé plein d'emplois du temps. Alors, il y a eu des emplois du temps. L'année dernière, je travaillais pas le matin, je travaillais en début d'après-midi. Et enfin, mes séances, c'était 13h30, 16h. Parce que je faisais travailler Victor le matin. Mais en fait, Victor, il se réveillait comme il voulait. Donc, je passais mon temps à l'attendre. Et en fait, ça décalait tout. Ça allait pas du tout. Mais là, on a décidé de. Là, cette année, il a un réveil pour la première fois de de sa vie. Symboliquement, il voulait pas. Mais là, il a compris que bah, du coup, il a 1 heure et demie pour traîner. Je lui fais son bacon le matin, on lit, on fait un petit jeu de cette famille ou un jeu, on fait des câlins, on lit, ou alors il fait sa life, on se retrouve après et il travaille en autonomie. Moi, j'ai mes séances pendant ce temps-là, ce qui nous permet aussi après d'avoir des après-midi où on corrige le travail du matin, on poursuit les apprentissages et les enseignements, puis on se balade et on a les après-midi complètement libérés maintenant. Donc, j'ai changé l'emploi du temps. Et en fait, je l'ai souvent changé. Et des fois, des clientes que j'aide depuis plusieurs années, elles rigolent parce que ça change, parce que c'est empirique. Ça ne peut être qu'empirique. Et ça demande beaucoup de flexibilité et de s'adapter. Donc, l'emploi du temps de cette année, il est radicalement différent de celui de l'année dernière. Je l'optimise toujours en fonction de Victor. Et le matin, il peut vraiment travailler en autonomie. Donc, moi, je suis avec lui au début. On a vraiment des beaux temps de qualité. J'ai 1 ou 2 séances le matin avec mes clientes. Et après, je fais le déjeuner, on passe l'après-midi ensemble. Et puis pendant 1 heure ou 2, je vais aller travailler dans mon bureau. Par exemple, le podcast, je sais que je vais faire le mail. Et puis, je sais qu'il y aura un reel pour jeudi et la vidéo sur YouTube et l'audio à mettre sur Spotify. Ça fait partie des listes qui sont une partie déléguée, une partie dont je me charge. Euh, mais c'est pas beaucoup plus, quoi. Euh, donc ça, c'est pour l'emploi du temps. Et vraiment, vraiment, pour moi, la clé, c'est de s'arrêter pour avoir euh, du temps pour tout ce qui nous nourrit en dehors, c'est-à-dire temps de qualité avec mes animaux, temps de balade dehors, temps pour lire, temps pour me former, temps pour faire un peu de sport, temps pour méditer. Et ça demande de la discipline et de la flexibilité. Donc ça peut paraître paradoxal, mais on va dire que c'est la discipline de la flexibilité parce que bah voilà, ça nécessite tout ça. Mais ça nous a permis, bah, depuis 6 ans, euh, de grandir ensemble, Victor, moi et mon entreprise. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le vivre ensemble, sur la conciliation des besoins, sur la gestion des emplois du temps aussi. Et là, encore une fois, en fait, il s'agit d'être vraiment des pionnières et d'avoir la conscience et la certitude absolue, et moi j'en suis persuadée, de se rendre compte qu'on nous sommes le temps, qu'on n'est jamais en retard. C'est vraiment cette vision euh, plutôt pas newtonienne du temps, mais on dit einsteinienne, je crois. Moi, il en parle hein, dans le Grand Saut, Hendrix, qui est voilà, un, un must-have en termes de livre de dev perso à avoir. Et je suis persuadée de ça, que nous sommes le temps.
Et qu'au final, il y a une petite phrase aussi qui me vient souvent, c'est que rien n'est grave. J'ai pas eu le temps de le faire, est-ce si grave? Il y a ça qui se passe, est-ce si grave? Donc, moi, je peux programmer des fois des contenus réseaux sociaux, puis il y a des fois, je vais le faire à l'intuition. Ça aussi, c'est très empirique. Je dis souvent à mes clients, surtout, fais pas ce que je fais actuellement, parce que là, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai rien à t'apprendre. Moi, je vais te dire, je transmets seulement l'information des dernières semaines, voire plutôt des derniers mois. Sinon, il y a pas de pépite encore. Donc, c'est vrai que des fois, je programme, puis des fois, je programme pas. Mais au final, en fait, voilà, la dernière clé que je vais vous donner, ou alors réactiver en vous, c'est qu'au final, il n'y a pas de grand-chose de vraiment très grave en termes de délai, euh, en termes d'attente. Voilà, on préfère les préférences versus les attentes. Parce que bah, l'important, c'est quand même de profiter de la vie ensemble. Euh, et puis de dédramatiser. Ça ne veut pas dire qu'on prend rien au sérieux. Ça veut dire qu'on va remettre tout à sa juste place. Et ça permet en plus de créer beaucoup d'espace, d'être vraiment aux commandes de son monde intérieur et d'offrir aussi une très très belle expansion à son entreprise. Je vous embrasse et n'hésitez pas à venir m'écrire sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook, dans mon groupe Facebook, la troisième voie des créatrices de succès, aussi ou par mail en réponse aux mails que vous recevez si vous faites partie de ma liste, ce que ces épisodes en général et cet épisode en particulier vous ont apporté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.